Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir sur l'affaire Coffin, le grand procès que vous avez vu à l'antenne du réseau TVA hier soir. Pour discuter avec moi, j'ai, comme chaque semaine, invité les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés de Louis-Georges Girard, qui interprétait le rôle de Maître Miquelon, un des deux procureurs de la Couronne. Et puis ce soir encore, deux étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles du procureur de la Couronne et de l'avocat de la défense. Et puis enfin, nous aurons, comme chaque semaine, un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons à vous, le public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite. Wilbert Coffin était-il coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission et nous vous revenons tout de suite après la pause. Non, Wilbert Coffin n'était pas coupable. Il a probablement volé les objets des Américains, mais il n'a pas tué. T'sais, on trouve de l'argent américain, on trouve le couteau, on trouve les jumelles. Comment il s'est procuré, il n'y a jamais eu d'explication claire, alors je dirais coupable. Je crois qu'il avait bel et bien volé les deux Américains, mais je crois pas qu'il aurait pu les tuer. Couronne n'a pas fait la preuve de sa culpabilité comme assassin, donc je le déclarerais, je dirais qu'il y a un doute raisonnable et qu'on peut l'acquitter. Voici maintenant un court extrait de l'affaire Coffin avec mon invité Louis-Georges Girard dans le rôle de Maître Miquelon, le procureur de la Couronne. Il interroge le docteur Roussel, un témoin interprété par Michel Forgue. Docteur Roussel, vous dites avoir trouvé du plomb autour de l'orifice. Y avez-vous aussi trouvé du potassium? Objection. La question est suggestive. Vous n'avez pas trouvé de potassium? Non, monsieur. Monsieur Roussel, vous avez analysé des cartouches de calibre 32-40? Oui, monsieur. La poudre des cartouches 32-40 a la particularité de ne pas contenir de potassium. Avec quelle marque d'arme à feu tire-t-on la balle 32-40? Avec une carabine Marlin. Alors, je reçois maintenant mes invités, Jean Cournoyer et Jean Lapierre de CKAC, et le comédien Louis-Georges Girard. Et Louis-Georges a cette propriété de ne pas être que comédien, il est aussi avocat, il est même avocat criminaliste, vous avez même déjà plaidé. Eh oui. Puis une autre chose, Louis-Georges, que je veux dire, c'est que j'ai rarement vu un comédien dans les grands procès depuis 3 ans que cette série est présentée attaquer son sujet en ratissant aussi large. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est publié sur l'affaire Coffin. Et même ce qui ne l'a pas été, c'est-à-dire les notes scénographiques. C'est ça. Pour une raison très simple, c'est que, bon, je savais qu'éventuellement j'aurais à en parler et je pense qu'un avocat, normalement, lorsqu'il parle d'une cause, doit au moins savoir de quoi il parle. C'est un peu comme si un critique de théâtre faisait une critique d'une pièce qu'il n'a pas vue. Là, vous n'allez pas être contredit par vos deux collègues ici. Donc, qui sont de savants confrères, j'en conviens. Nous en avons discuté ad nauseam. Pensez-vous que ce procès-là avait un caractère politique, comme on l'a souvent prétendu? Il en avait un, mais on en lui a donné un autre par après. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la grande époque du Duplessiste. C'est évident que Duplessis voulait une condamnation. Les Américains venaient ici chasser. Il y avait des ententes financières entre le Québec et les États-Unis. C'est important qu'il y ait une condamnation. Par contre, on dit maintenant que c'est un procès qui a été injuste. Mais pour dire que c'est un procès injuste, il faut lire le procès, il faut voir les notes sténographiques. Et je ne crois pas que M. Hébert l'a fait. Et c'est là que je dis qu'il y a eu une nouvelle connotation politique. On a dit que Duplessis voulait l'avoir en envoyant ses chasseurs de tête. Moi, je ferai une analogie très simple, c'est qu'il a choisi ses deux meilleurs criminalistes à l'époque, ses deux procureurs de la Couronne, Dorion et Miquelon. C'est Miquelon que vous jouiez et Dorion que jouait Raymond Bouchard. L'avis de mes amis, les deux gens, là, maintenant, là-dessus. Mais j'ai l'impression, en fait, la déclaration surtout que vous avez fait, Pierre, à la fin, en disant Jacques Hébert n'avait pas lu les notes scénographiques, moi, ça m'a complètement renversé parce que j'avais plus entendu parler des livres de Jacques Hébert que de la cause comme telle. Exact. Et une rigueur minimale était à l'effet qu'il ait tout lu ça. Mais là, à ce moment-là, je peux comprendre que ça a été utilisé à des fins politiques et le bruit que ça a fait, mais après ça, même l'enquête Brassard, finalement, a déterminé que le procès avait été fait correctement. Est-ce que Coffin a été défendu correctement? Là, j'ai des doutes sérieux. Oui, on peut se poser la question, Jean Cournoyer. Pour moi, là, je ne mêlerai pas le sénateur avec ses préoccupations actuellement. Je dirais simplement que si le sénateur a décidé d'en faire une cause politique, c'était davantage vers l'abolition de la peine de mort ça, c'est vrai. Vers la façon dont le procès C'était son a été... combat à lui, ça, dans les années 60. Une personne pouvait avoir et peut encore avoir des doutes sur la façon dont le procès a été mené. Et la façon dont le procès a été mené, il y a une chose qui m'a surprise particulièrement. C'est le fait, par exemple, que
l'avocat de la défense soit absent pendant un certain temps du procès et que, soudainement, à la fin du procès, l'avocat de la défense dit « j'ai pas de défense à présenter ». Oui, mais la défense, alors que l'ensemble des circonstances était très fort. Mais Maher, par exemple, qui était un des deux avocats de la défense, c'était quand même un drôle de moineau. Alors, c'est lui qui aurait jeté l'arme du crime du haut du pont de Québec, franchement. Je veux dire, c'est quand même étonnant comme pratique. Ça a été affirmé, ça n'a pas été prouvé. Ça a été démontré à la commission Brossard, clairement. C'est très clair. Écoute, il parle d'un paquet de 3 pieds de long dont les 2 bouts se retournent. Il les a mis en dessous d'une chaise. Écoutez, c'est cousu de fil blanc, c'est lui qui l'a pris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 choses là-dedans. Et la défense, de ne pas présenter de défense, elle était justifiable. Je vous dirai pourquoi. Il y avait la présomption de fait, de possession récente de biens volés, qui devait démontrer, c'était pas un renversement de preuves comme le demande. Oui, mais attention, c'est une présomption de fait qui a force au niveau de la jurisprudence. Ce que je veux dire, c'est qu'il était mal pris. Il avait fait une déclaration antérieure que si il témoignait, il se la faisait mettre en pleine face, et c'était Miquelon qui l'interrogeait. Et Miquelon, comme on en discutait tout à l'heure, était le meilleur en anglais des deux. Et c'est lui qui aurait interrogé Plutôt que Dorion. Plutôt que Dorion. Oui. Et Coffin en avait peur. Ça, c'est une information que j'ai par la face gauche. Mais Coffin en avait peur. Il aurait voulu déclarer des choses, Coffin, mais il savait que Miquelon allait le passer dans le cruncher et il ne s'en sortait pas. Et d'ailleurs, de la façon qu'il avait interrogé Mme Petry, il savait très bien où Miquelon s'en allait. Alors, d'après moi, ils n'ont pas présenté de défense. Donc, d'après vous, il était coupable, point, puis on ne l'a pas mis sur le siège des témoins parce qu'on aurait pu le contre-interroger en direct puis qu'il aurait mangé une maudite volée. Et briser sa crédibilité et la rendre à zéro. Il avait une chance. Parce que la théorie du doute raisonnable, vous savez, pour certains, le doute raisonnable, c'est une petite chose, pour d'autres, c'est un bateau. Mais pour bien des gens, on dit qu'il y avait un doute raisonnable. Mais vous savez très bien qu'une preuve circonstancielle, c'est comme un puzzle. Si on met l'immeuble de Télémétropole puis il manque 2 petits morceaux, on reconnaît encore l'immeuble de Télémétropole. Mais dans l'échafaudage de la couronne, il y avait quand même une partie qui a été contredite par les propres témoins de la couronne quant à introduire un doute raisonnable. En tout cas, il y avait... Disons que pour le moment, là, il ne me revient pas à l'idée, mais quand on a posé des questions précises, par exemple, à un des témoins, et la réponse était le contraire de ce que la couronne avait demandé, 2 témoins de suite sont venus dire le contraire de ce que la couronne demandait. Il faudrait que vous disiez le nom, parce que ça, à la lecture, je ne les ai pas vus, ça. À la lecture, moi, je parle de la vision. Ah, ben oui, c'est à partir des notes sténographiques. Le couteau, l'argent, le fusil, la carabine Marlin, tout ça qui se trouvait, les jumelles, tout ça se trouvait en possession de Coffin. C'était des preuves qui étaient extrêmement incriminantes. Ça n'en fait pas un tueur, ça en fait un voleur. Ça fait des preuves incriminantes et on reviendra là-dessus après cette pause un petit peu plus tard dans l'émission, si vous permettez. Le système judiciaire avait beaucoup de pression de l'extérieur. Coffin a sûrement volé dans le véhicule des Américains, mais je crois pas qu'il ait tué les gens. Wilbert Coffin a été victime du système judiciaire. Ça leur prenait un coupable à tout prix. Ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est qu'on ait pendu un homme simplement sur des circonstances. Ce qui veut dire que M. Coffin, à l'aide d'une carabine manuelle, aurait piégé et tué de sang-froid 2 autres hommes. Ça ressemble à du Rambo beaucoup. Alors que c'est un prospecteur. Ça colle pas. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter 2 étudiants. Il s'agit en fait de 2 étudiantes ce soir qui représentent chacune une faculté de droit. Ces 2 étudiantes vont reprendre l'affrontement du procès Coffin en jouant respectivement le rôle du procureur de la Couronne et celui de l'avocat de la défense. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments, les lauréats du concours de plaidoirie de l'an dernier, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis, bien sûr, vous, le grand public. Voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez être juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le Soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Noli Tour. Tirage le 30 novembre. Vous pouvez aussi nous envoyer des facsimilés. Alors, je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit d'Isabelle Gosselin, de l'Université McGill. Elle va jouer le rôle du procureur de la Couronne. Isabelle, vous avez 2 minutes pour nous convaincre de la culpabilité de Wilbert Coffin. Membre du jury,
Dans cette affaire, vous devez répondre à une question fondamentale. Qui aurait pu commettre le meurtre du jeune Lindsay? Il ne fait aucun doute, vu les circonstances, que seul l'accusé Coffin peut en être l'auteur. Nous faisons face à un accusé qui a une version des événements entièrement basée sur le mensonge. En effet, jamais on n'a retrouvé de traces de la Jeep dont Coffin avait inventé l'existence dans le but de se créer un alibi. Personne ne peut corroborer cette prétention de l'accusé. De plus, l'accusé Coffin n'est pas cohérent lorsqu'il tente d'expliquer la provenance des biens qu'il a en sa possession. Entre vous et moi, nous sommes en 1953. Donneriez-vous 40 $ américains en plus de 2 précieux objets qui vous tiennent à cœur à un simple étranger qui vous dépanne? Certainement pas. Il est aussi important de se rappeler que la carabine de type Marlin que détenait Coffin au moment même du meurtre correspond parfaitement au calibre de l'arme qui a tué la victime. Fait étrange, cette carabine a mystérieusement disparu. Finalement, l'attitude suspecte de Coffin lors des recherches vient confirmer sa culpabilité. Il a constamment évité le lieu où se trouvait le corps des victimes alors qu'il le connaissait très bien. Ne vous laissez pas tromper par le prétendu élan de générosité de Coffin suggéré par sa présence lors des recherches. Celui-ci n'a fait que semblant d'aider dans le but de paraître innocent. Membres du jury, la preuve a clairement démontré que l'accusé a volé les 3 chasseurs et c'est ce motif qui l'a poussé à les tuer. Votre tâche est de vous assurer que justice soit faite. Le verdict que vous avez le devoir de rendre s'impose. Coupable. Merci. Et maintenant, Dominique Parent, de l'Université de Sherbrooke. Elle va reprendre le rôle interprété par Yves Desgagnés, celui de Maître Maher, avocat de la défense. La parole est à vous, Dominique. Vous avez exactement 2 minutes pour défendre Wilbert Coffin. Wilbert Coffin, de quoi est-il accusé? Du crime le plus odieux et le plus grave qu'un homme puisse commettre, soit de meurtre. Un crime dont la sanction au Québec est la pendaison. Cher juré, Wilbert Coffin joue sa vie. Sa vie est entre vos mains. Pour décider de la culpabilité de l'accusé, vous ne devez pas vous demander si vous le croyez coupable, mais bien vous demander si la couronne a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que ce prospecteur sans histoire est bien l'homme qui a tué Richard Lindsay. Nous vous soumettrons que la couronne a failli à sa tâche. Sa preuve circonstancielle est pleine de trous béants à travers lesquels l'innocence de ce prospecteur ressurgit. Et surtout, la couronne n'a pas fait la preuve d'un mobile. Vous, membres du jury, avez-vous déjà songé à tuer? Avez-vous mis à exécution un tel projet? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Parce que vous n'aviez pas de mobile suffisant. Vous, gens sans histoire, honnêtes citoyens, tueriez-vous pour une paire de jumelles, un canif? Pourquoi imposeriez-vous une norme différente à ce prospecteur? Pour commettre un meurtre, il faut être convaincu que l'existence de l'autre empêche la nôtre. La couronne a-t-elle fait la preuve que Wilbert Coffin pouvait avoir cette crainte? La réponse à cette question est non. Comment pouvez-vous faire pendre un homme qui n'a pas de mobile? Par les preuves circonstancielles de la couronne, elles sont pleines de trous. On peut entre autres penser au témoignage de McGregor. Cet homme postait trop loin pour saisir une conversation, mais assez près pour distinguer clairement le canon d'un fusil. Pas un objet long et rond, le canon d'un fusil. On n'enlève pas la vie d'un homme avec des témoignages douteux. La couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que Wilbert Coffin est bien l'homme qui a commis ce crime. Je vous demande donc, au nom de la justice, de reconnaître ce fait. Vous disposez d'un seul verdict. Acquitter M. Wilbert Coffin. Merci. Alors, nos remerciements à Isabelle Gosselin et Dominique Parent. Puis maintenant, nous retrouvons mes invités, Louis-Georges Girard, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Dominique vient de dire dans sa plaidoirie que la preuve était pleine de trous. Est-ce que c'est aussi votre avis? Bien, pleine de trous et en même temps, quand on regarde le travail de la Sûreté provinciale, et Jean qui a siégé dans le parti de Maurice Duplessis pourrait peut-être nous dire, est-ce que Maurice Duplessis... dans combien de partis? Bon, le chasseur du sac. La Ligue du vieux poil. Est-ce que Maurice Duplessis aurait voulu
tout organisé ce scénario-là pour trouver un coupable, pour calmer les Américains. Est-ce que tu l'as connu personnellement? Moi, j'ai connu M. Duplessis personnellement. M. Duplessis était capable de bien des choses, mais certainement pas de s'acharner sur un homme en particulier pour plaire à des chasseurs, alors que les chasseurs étaient davantage attirés par le fait qu'il y avait des ours dans le coin. Il n'était pas attiré parce que c'était des Canadiens français ici. Mais il y avait des articles dans la presse américaine qui étaient vraiment très, très interrogateurs quant à la façon dont la justice pouvait être administrée au Québec. Ouais. Et peut-être que ton ancien chef, Maurice Duplessis, n'était pas tout à fait insensible. Son ancien chef, c'est encore son maître à penser. Non, mais soyons sérieux. On parle d'un procès qui a été juste. Et là, on met toute la sauce politique, la sauce catholique contre les protestants, un jury mixte. Tout ça a été mis en exergue par Jacques Hébert. La pression des Américains, quand on regarde la commission Brossard, c'est contredit. On avait l'impression qu'il y avait à peu près 200 millions d'Américains avec des pancartes en disant « épargnez Coffin ». C'est pas le cas. Oui, mais regarde, même aujourd'hui, pas plus tard que ces jours-ci, on a eu des gens de la Sûreté du Québec qui nous ont parlé de leur méthode d'enquête. Oui. On n'a pas besoin de Maurice Duplessis, là. Les mêmes doutes persistent aujourd'hui qu'à cette époque-là. Oui, mais tout est au niveau du fait qu'on ne l'a pas laissé témoigner. On dit que c'est un procès injuste quand lui-même a participé à la décision. François de Bégravel, ses deux autres avocats, Bodé Maher et Doiron, je pense, qui ont ensemble décidé qu'il ne témoignerait pas. Et aujourd'hui, on dit on l'a muselé. Il a même signé un affidavit juste avant de mourir, écrit par son avocat. Mais penses-tu que lui savait ce que ça voulait dire? Les avocats pouvaient faire ce qu'ils voulaient du témoin, voyons donc. Oui, mais Jupiter, quelqu'un vous dit on va vous pendre, Jean Lapierre. Ah, merci beaucoup. Ah, l'avocat dit inquiète pas. L'avocat dit inquiète pas, je vais te sortir de là. Ben oui, mais et après que tu es rendu à l'échafaud, il est trop tard. Moi, le doute que vous avez réussi à mettre dans notre tête avec le procès tel qu'il a été présenté, c'est que l'avocat de la défense a participé à la condamnation de son client. C'est ce doute-là que vous avez réussi à mettre parce que en lisant ou en regardant, on va trouver d'autres choses. Toi, tu as lu en plus d'avoir acté. Mais le fait est, cependant, c'est que ce qui ressort de ce que nous avons vu, qu'il y a une faute professionnelle. La faute professionnelle de Maher est là. Pourtant, Maher était un avocat reconnu à l'époque, puis a continué de l'être immédiatement après. Est-ce qu'il a été nommé juge, par exemple? Non. Mais donc, c'est ta méthode à toi. Là, non, l'apothéose, c'est d'être animateur assez cassé une fois qu'on est avocat. C'est vrai, ça. Bon, et si on pouvait revenir à la preuve pleine de trous, est-ce qu'elle était si pleine de trous que ça, après tout? Coffin, là, il y avait l'argent, on a vu une arme dans son camion, il y avait le fameux couteau qui est à peu près unique, en tout cas en Amérique du Nord, d'après ce qu'on croit comprendre. Qui a volé, Pierre, ça m'a parlé. Est-ce qu'il pouvait voler 3 Américains armés? Non, mais il était peut-être mort. Qui c'est qui dit que c'est lui qui les a tués? Oui, mais là, c'est ça, c'est la théorie du doute raisonnable. C'est qu'à ce moment-là, si on dit qu'il y avait d'autres habitants dans la ville de Montréal quand il y a eu un meurtre de commis, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui va être condamné. On a inventé... Non, t'exagères. T'as l'air mi-clos, toi, là. T'as exactement comme mi-clos. Ça dépend. Non, mais écoutez, là, on a démontré le mobile, on a démontré... Quel mobile? Ben, 6 bouteilles. Tu tues pas 3 gars pour avoir un petit canif, tes espoirs. C'est un tabou, t'es chasseur. Je comprends, mais il n'y a pas un Américain sur le bien-être qui vient chercher ses doses ici en 1955. Non, mais combien il y en avait de postes dans le maudit poste? Combien il y avait de pièces? Ben oui, mais tu ne demandes pas au gars, je voudrais te tuer comment t'as tué en bas de 5 ans, je te garde en vie. Voyons donc. Il était riche comme un... Tu peux bien avoir pratiqué le droit à Québec, toi. J'étais en défense, puis j'en sortais bien plus qu'il en rentrait. Mais la question n'est pas là. La question est là. La question est, quel est le mobile? Tu tues pas un gars qui est paisible, qui vit dans la Gaspésie, dans une communauté. Est-ce que ce gars-là va aller tuer 3 personnes pour avoir quelques pièces dans le portefeuille? Et c'est là que tout l'élément du procès Coffin vient en ligne de compte. Si ça avait été un gars des Hells Angels qui était condamné à mort à cause d'une bombe qui a mis en dessous, on serait même pas ici pour en discuter. C'est parce qu'on a mis l'emphase sur un bon prospecteur pratiquant, qui était fin, qui avait un enfant, qui avait ça. Moi, j'écoute ce oui, mais un criminel n'est pas une personne qui se promène dans la rue en disant « m'a vu tuer ma gang de sacre-bleu ». C'est un procès dont on n'a pas fini de parler, visiblement. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Vous avez été particulièrement dynamique et convaincant, en tout cas, j'imagine, dans vos interventions. Merci beaucoup. Et nous allons revenir tout de suite après cette pause. Que vous avez rendu à propos de l'affaire Coffin. À la question « Wilbert Coffin était-il coupable ?» vous avez répondu « oui » dans une proportion de 21 % et « non » dans une proportion de 79 %. La semaine prochaine, un autre procès célèbre dans l'histoire du Québec, celui de Cordélia Viau, pendue pour le meurtre de son mari en 1898. Voici un extrait. Est-ce que vous avez déjà vu ce couteau-là?
chez Isidore Poirier? Non. J'ai jamais vu ce couteau-là. Je voulais dire la vérité, monsieur. C'est pour moi. Alors qu'elle, dans un ultime effort pour se sauver du juste châtiment qui l'attend, s'est également tournée contre lui. Ne vous laissez donc pas attendrir par ces larmes de crocodile dont le seul objet est de la protéger contre la potence. Voilà, en terminant, je remercie mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Louis-Georges Girard. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ce soir, Grégory Charles accueillera Albert Jacquard, Ghislain Tremblay et Michel Pagliaro. Shabada, 22h30. Dans un instant, Claire Lamarche.